Bonjour tout le monde, je s'excuse pour son léger retard. Ça fait plaisir de se faire aujourd'hui d'écouter ta thèse sur la caractérisation agronomique des protéines du gluten en espèces de blé laitue en région lyonnaise par une approche de recherche participative. Alors ça, on va peut-être demander aux membres de jury de bien vouloir se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Delphine Sicard, je suis directrice de recherche à l'INRAE et de travail de recherche participative d'écologie microbienne. Bonjour, je suis Céline Serra, je suis chargé de recherche à l'INRAE et je travaille notamment en recherche participative sur les plans publics. Bonjour, Marie-Thérèse Chavert, directrice de recherche au CNRS et au laboratoire IMP, ingénierie des matériaux populaires à Lyon. Oui, également, je pense que beaucoup de gens qui connaissent ici, laboratoire reproduction et développement des plantes à l'ENS de Lyon. Et peut-être que je vais prendre la parole pour Véronique, parce que je pense que là, elle n'a pas encore accès au micro, donc on va préciser. Véronique, IRHR à l'INRAE de Rennes, Pour finir cette Saint-Vincent, donc de conférence à l'ANS de Lyon. Sophia, tu as à peu près 45 minutes pour nous présenter tes travaux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter mes travaux de thèse que j'ai intitulés Caractérisation agronomique et des protéines du gluten de 3 espèces de blé laitue en région lyonnaise et par une approche de recherche participative. Donc, cette thèse a été encadrée par Olivier Amand, Marie-Thérèse Chavert et par Mathieu Thomas. Aujourd'hui, notre système agroalimentaire est au cœur de multiples enjeux. Donc déjà, sa robustesse ou sa capacité à assurer des rendements stables et donc à garantir une sécurité alimentaire, en dépit évidemment des bouleversements climatiques en cours, est grandement questionnée. Par ailleurs, ce système est à l'origine de nombreux problèmes de santé publique. Par exemple, la FAO alerte sur l'augmentation des différentes formes de malnutrition, mais aussi des intolérances alimentaires. Et enfin, ce système n'est pas en mesure de garantir des conditions socio-économiques acceptables pour les agriculteurs et les agricultrices. Donc, ce qui peut être illustré par le fait que les agriculteurs et les agricultrices sont parmi les catégories de la population, donc à l'échelle globale, les plus touchées par la malnutrition. Et donc, un des facteurs qui est en lien avec ces 3 enjeux est la baisse de la biodiversité cultivée qui a eu lieu au cours des 100 dernières années. Donc ces 3 enjeux qui concernent l'intégralité du système agroalimentaire peuvent être transposés à des espèces végétales en particulier, et notamment au blé qui figure donc parmi les 3 espèces d'importance majeure. En effet, aujourd'hui, les cultures de blé, la robustesse agronomique des cultures de blé, donc robustesse qui va être associée à la stabilité des rendements, fait l'objet de plusieurs interrogations. Et plusieurs articles ont prédit non seulement une forte baisse des rendements globaux dans les années à venir, mais aussi une augmentation de leur variabilité. Ensuite, le blé est au centre d'enjeux de santé publique, dont le plus répandu concerne le gluten et l'augmentation des différentes formes d'intolérance au gluten. Et enfin, les agriculteurs et les agricultrices sont dépendants des variétés mises sur le marché, qui toutefois ne sont pas adaptées à tous les contextes agricoles. Et à nouveau, la baisse de biodiversité cultivée, donc cette fois-ci au sein du blé, est en lien avec ces 3 enjeux. Donc pour illustrer cette baisse de la biodiversité, on peut s'appuyer sur l'article d'Isabelle Bonin, publié en 2014, qui a estimé qu'en France, on avait perdu environ 50% de la diversité génétique du blé au champ en seulement 100 ans. Donc cette baisse de la diversité, elle est grandement liée à l'industrialisation des systèmes agroalimentaires et notamment au passage d'une organisation décentralisée de la sélection variétale à une organisation centralisée de la sélection variétale. Donc ce passage s'est fait progressivement au cours du XXe siècle et uniquement dans les pays occidentaux. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, historiquement, les paysans et les paysannes ont toujours sélectionné leurs variétés à la ferme en fonction de critères qui leur paraissaient pertinents. Et donc, dans l'ensemble, ceci nous permettait d'avoir une diversité de critères, mais aussi d'environnements de sélection. De plus, les échanges fréquents de semences entre paysans et paysannes contribuaient au maintien d'une diversité génétique globale relativement élevée. Et enfin, les variétés qui étaient cultivées étaient génétiquement hétérogènes, donc dans la suite de cet exposé, j'y ferai référence sous le terme de variété paysanne. Alors ce système a été grandement remplacé dans les pays occidentaux par une organisation centralisée qui est, elle, caractérisée par une forte division du travail. On va donc avoir les banques de graines qui vont s'occuper de la conservation des ressources génétiques.
les mettre à disposition des obtenteurs qui vont donc créer des nouvelles variétés, et cette création va être faite en fonction d'un nombre de critères restreints et standardisés. Donc pour le blé, il s'est surtout agi des rendements élevés, de la résistance à l'averse. L'averse, c'est le phénomène, c'est quand les plantes de blé sont couchées suite à un épisode de vent ou de pluie. Et le troisième critère est l'aptitude à la panification. Une fois les variétés créées, elles vont être inscrites dans un catalogue, et ensuite les multiplicateurs vont pouvoir produire des semences et les vendre aux agriculteurs et aux agricultrices qui ne s'occuperont dès lors que de la production agricole. Donc on voit tout de suite que par rapport à l'organisation décentralisée, cette organisation centralisée restreint le nombre de critères, le nombre d'environnements de sélection, mais aussi limite fortement les échanges entre les paysans et paysannes, donc affectant la diversité totale. Et en plus, les variétés qui sont créées sont caractérisées par leur homogénéité génétique. Dans la suite donc, de la présentation, je vais les appeler variétés commerciales. Donc tout ceci nous mène à notre hypothèse de travail. Donc nous, on a supposé que par la mobilisation de la diversité, en particulier au sein du blé, on pourrait, dans une certaine mesure, répondre aux 3 enjeux cités précédemment. Et donc, depuis plusieurs décennies, des citoyens et citoyennes, notamment des paysans et paysannes, se sont regroupés au sein de collectifs pour essayer de se réapproprier leur autonomie en matière de sélection variétale et de production de semences. Et en faisant ceci, ils ont en quelque sorte entamé un processus de restauration de la diversité. Toutefois, on peut se poser la question de comment la recherche peut-elle aussi contribuer à cet effort. Et donc, il peut y avoir plusieurs avis par rapport à cette question, mais nous, il nous a semblé intéressant et pertinent de s'éloigner un peu des modèles classiques et plutôt hiérarchiques de la recherche pour s'orienter vers des modèles qui peuvent plus facilement prendre en compte la diversité des contextes et des questionnements. Et donc, on s'est intéressé à la recherche participative. Donc, la recherche participative peut être définie comme un processus de recherche au sein desquels des citoyens et citoyennes vont s'associer avec des chercheurs et des chercheuses pour construire et mener ensemble un projet de recherche, ce qui va permettre la co-construction de connaissances. Si on s'intéresse aux différentes étapes d'un projet de recherche, dans le cas d'une recherche participative, les acteurs non académiques vont être associés à toutes les étapes, mais en particulier aux étapes de conception, donc tout ce qui est définition des objectifs, problématisation. Et donc l'objectif principal de ce type de recherche va être de produire des connaissances d'intérêt pour les acteurs et actrices non académiques. Et par ailleurs, ce type de processus va prêter une attention particulière à la qualité donc, du processus participatif. La recherche participative, par ailleurs, est particulièrement adaptée pour traiter de problématiques locales, donc contextualisées. Donc en France, plusieurs projets de recherche participative ont vu le jour depuis les années 2000 au sujet du blé, donc principalement en réponse à des initiatives paysannes, de collectifs paysans. On peut par exemple citer le projet Sebioka en Camargue ou encore Pays Blé en Bretagne, et évidemment le programme national de sélection participative qui est donc en cours depuis 2006 et qui résulte d'une collaboration entre le réseau Semences Paysannes et l'INRAE. Et au-delà de ces projets régionaux et nationaux, depuis 2017, on a une succession de projets européens auxquels la France a d'ailleurs grandement contribué et qui ont permis de développer des outils méthodologiques et des concepts donc pour faciliter les projets plus locaux. Mais donc si on reporte notre attention uniquement au cas de la France, la plupart des projets se sont intéressés principalement aux 2 espèces dominantes de blé qui sont le blé dur et surtout au blé tendre. Donc qu'est-ce que j'entends par espèce de blé? Eh bien le blé c'est un peu plus complexe qu'une plante cultivée. En réalité c'est un ensemble d'espèces à la fois sauvages et cultivées qui appartiennent toutes à un seul genre botanique qui est le genre des Triticum. Et donc la phylogénie simplifiée de ce genre botanique est représentée sur la diapositive. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'au sein de ce groupe, on peut distinguer 3 catégories en fonction du nombre de copies de génome. On va donc avoir des blés qui sont diploïdes, qui vont avoir une seule copie du génome, des blés tétraploïdes avec 2 copies du génome, et des blés hexaploïdes avec 3 copies du génome. Ce qui est important aussi, c'est que malgré l'existence de cette diversité d'espèces, notamment cultivées, seules 2 d'entre elles occupent des surfaces conséquentes. Et donc il s'agit du blé dur qui occupe environ 5% des surfaces dans le monde, mais aussi en France, et du blé tendre qui occupe les 95% restantes. Et c'est donc le blé tendre qui est l'espèce la plus utilisée en France pour fabriquer du pain. Et donc nous, on a voulu s'intéresser à des espèces plus marginales que le blé tendre et que le blé dur, en supposant qu'elles pourraient elles aussi
représenter une source de diversité pour répondre un peu aux différents enjeux qui concernent les cultures de blé. Et donc on a décidé de s'intéresser à une espèce diploïde, l'engrain, qui est aussi connu sous le nom de petit épeautre, à une espèce tétrabloïde, l'amidonier, et à une espèce hexaploïde, le grand épeautre. Ces trois espèces peuvent être connues sous le nom global de blé vêtu, parce qu'elles ont besoin d'être décortiquées. Donc pour les blés nus, dont font partie le blé tendre et le blé dur, l'opération de battage suffit pour obtenir des grains nus prêts à l'emploi, alors que pour les blés vêtus, le battage va uniquement nous permettre d'obtenir des épillets, donc des grains qui restent protégés par une enveloppe assez coriace, et donc il va falloir les décortiquer pour obtenir des grains nus. Ces trois espèces de blé ont été historiquement d'importance majeure, mais aujourd'hui elles sont marginales, elles sont donc peu cultivées, peu consommées, mais aussi peu étudiées. Néanmoins, elles connaissent un regain d'intérêt important en raison de leur potentielle robustesse agronomique et qualité nutritionnelle. Et donc nous, on a voulu s'intéresser à ces trois espèces de blé, donc dans une région en particulier qui est la région lyonnaise, qu'on a définie de façon arbitraire comme étant les 100 km autour de Lyon. Au sein de cette région, un programme de recherche donc participatif qui s'intéresse au lien entre l'agriculture, la nutrition et la santé est en cours depuis 2019. Il est porté par Marie-Thérèse Charer. Et dans ce programme, il y a un sous-projet sur les céréales, donc dans lequel s'inscrit ma thèse. Alors, l'objectif très global de ma thèse était d'explorer l'intérêt des blés vêtus comme source de diversité pour les systèmes agroalimentaires en région lyonnaise et par une approche de recherche participative. On voulait s'intéresser à ces blés selon un angle agronomique et selon un angle nutritionnel. Et pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, il nous semblait pertinent de passer par une approche participative. Moi, il me semblait particulièrement intéressant d'associer des acteurs non académiques à la définition des questions plus précises concernant ce volet donc agronomique et nutritionnel. Toutefois, quand j'ai commencé ma thèse, cette démarche n'était pas mise en place, et donc l'initier a été mon premier objectif de thèse. Donc, dans la suite de cette présentation, je vais d'abord vous présenter comment on a mis en place cette démarche participative, donc ce qui correspond au chapitre 3 de mon manuscrit de thèse. Ensuite, je vous présenterai les résultats du volet agronomique, et enfin les résultats du volet nutritionnel. Donc à présent, je vais vous présenter comment on a mis en place la démarche participative, et je vais uniquement évoquer l'étape de conception pour des raisons de temps, pour laquelle j'ai défini trois objectifs, donc la constitution d'un collectif multi-acteurs, la définition des questions de recherche avec ce collectif pour les deux volets, agronomique et nutritionnel, et l'élaboration d'une stratégie de recherche donc pour répondre aux questions soulevées. Donc au début de ma thèse, deux partenariats avec des acteurs non académiques avaient déjà été mis en place. Le premier avait été mis en place avec le CRDA, qui est un conservatoire de ressources de botanique localisé au sud de Lyon, et un deuxième avec une naturopathe. Et à ce stade, le collectif était complété par trois chercheurs et chercheuses, donc mes deux directeurs de thèse, Olivier, Marie-Thérèse et par moi-même. Et donc il nous a semblé important de commencer par associer des paysans et des paysannes, puisqu'ils sont à la base de tout système agroalimentaire. Pour cela, on est passé par une méthode complètement atypique. On a réalisé une enquête de terrain auprès de 12 paysans et paysannes en région lyonnaise. Donc cette enquête, elle s'est déroulée en deux phases. Une première phase a été réalisée par un groupe d'étudiants et d'étudiantes de l'ISARA de Lyon, avec des entretiens directifs, et j'ai moi-même mené la deuxième phase, donc avec des entretiens semi-directifs. Cette enquête nous a permis, entre autres, de présenter les grandes lignes du projet que nous avions en tête aux personnes enquêtées, et de leur proposer de rejoindre l'initiative. Et donc 6 des 12 paysans et paysannes ont souhaité rejoindre le collectif et s'impliquer dans le projet de recherche. Donc à savoir, ces 6 paysans et paysannes sont tous en agriculture biologique, ils cultivent tous des variétés paysannes donc de blé tendre, et certains d'entre eux cultivaient déjà des espèces de blé vêtu. L'enquête de terrain nous a également permis de faire remonter certaines remarques de la part des personnes enquêtées donc sur le projet, et quelque chose qui a paru comme important pour les paysans et paysannes était aussi d'associer un collectif paysan. Et donc celui qui a été évoqué est l'ARDEAR, qui est une association de soutien à l'agriculture paysanne. Donc pour répondre à cette demande, on a contacté l'ARDEAR qui a elle aussi accepté de rejoindre le collectif. Et une fois le collectif constitué, on a principalement organisé des réunions bisannuelles donc pour prendre des décisions qui concernent l'orientation du projet de recherche. Donc à ce stade-là, on avait constitué le collectif et à présent, il fallait définir les questions de recherche avec ce collectif.
Déjà, comme je l'ai rapidement évoqué, l'enquête de terrain a permis de faire remonter certaines remarques, dont certaines ont été prises en compte tout de suite après l'enquête de terrain, pour un peu mieux cerner les questions qu'on avait réellement posées. Et la principale parmi ces remarques était l'importance d'inclure le blé tendre dans toute expérimentation concernant les blés vêtus. Donc le blé tendre qui est l'espèce avec laquelle les paysans et les paysannes sont les plus familiers et qui nous servirait de témoin. Et donc il semblait intéressant d'inclure à la fois des espèces commerciales et les variétés paysannes qui étaient cultivées par les paysans donc, impliqués dans le collectif. À l'issue de l'enquête de terrain, on avait également toute une liste de questions qu'on avait identifiées donc, et qui avaient été posées par les paysans et paysannes enquêtés au sujet des blés vêtus. Et donc tout de suite, on a fait une première sélection en supprimant les questions auxquelles on ne pouvait pas répondre juste par manque de moyens. Et pour faire le choix parmi toutes les questions restantes, donc sur celles qu'on traiterait réellement, on a organisé une première réunion où on a représenté toutes les questions, on en a discuté et ensuite on a procédé à un vote. Et donc au final, on a retenu 3 questions qui restent très exploratoires, ce qui peut être expliqué par le grand manque de connaissances au sein du collectif au sujet des espèces étudiées et en particulier de l'amidonite. Et donc les questions sont les mêmes pour les volets agronomiques et nutritionnels. Donc la première question qu'on a retenue porte sur les différences entre chacune des espèces de blé et le blé tendre. Évidemment, puisqu'il s'agit d'espèces différentes, on s'attendait à en voir des différences, mais ce qu'on souhaitait faire, c'était de les caractériser, donc de caractériser l'effet de l'espèce. Ensuite, on voulait comparer la variabilité intra-espèce entre les 4 espèces étudiées. Et enfin, on voulait s'intéresser à la variabilité liée à l'environnement. Et donc, une fois que ces questions étaient définies, il fallait aussi un peu mieux préciser ce qu'on entendait par agronomique et nutritionnel. Et donc, ceci a été fait au cours de nombreux échanges et les décisions finales ont été prises lors d'une deuxième réunion. Et donc, pour le volet agronomique, on a décidé de s'intéresser en priorité à 3 caractéristiques d'intérêt majeur pour les paysans et les paysannes. Donc, d'abord, la couverture du sol, puisqu'ils sont tous en agriculture biologique et qu'ils n'utilisent pas d'herbicides. Ensuite, la résistance à l'averse et enfin le rendement. Au niveau nutritionnel, on avait aussi plein d'options possibles. Et finalement, on a décidé de s'intéresser à la teneur en protéines totales et à la composition en protéines du gluten. Donc cette question des protéines du gluten, elle intéressait particulièrement les paysans et les paysannes dans la mesure où ils espéraient que les résultats obtenus pourraient leur permettre de mieux répondre aux questions posées par leurs clients et clientes avec des données issues de leur variété et même éventuellement de leur propre ferme. Donc bien sûr, dans la littérature, il y avait déjà des articles qui avaient porté sur des questions similaires en s'intéressant à peu près aux mêmes paramètres. Donc au niveau agronomique, on peut citer l'étude de Longin et al. Et concernant les protéines du gluten, on peut citer les 2 articles de Geslitz et al. Qui ont porté sur les échantillons donc, de Longin et al. Évidemment, on s'est inspiré de ces articles et on a confronté nos résultats à ceux de ces articles. Toutefois, tous les 3 soulignaient l'importance de la variabilité intra-espèce et de la variabilité liée à l'environnement et faisaient appel à de nouvelles études donc sur de nouvelles variétés et dans des environnements distants, ce qui légitime aussi notre approche. Donc, nous avions défini les questions de recherche et à présent, il fallait élaborer une stratégie donc, pour répondre à ces questions. Donc la stratégie, elle s'est concrétisée. Concrètement, il s'agit de mettre en place un dispositif expérimental, donc agronomique, au cours de la saison 2021-2022. Initialement, on souhaitait le mettre en place lors d'une 2e année, mais ça n'a pas été possible pour diverses raisons. Et donc ce dispositif était composé de 23 variétés de blé vêtu, 7 en grains, 8 amidonniers et 8 grands épeautres, que j'ai pu me procurer principalement auprès de fermes, mais aussi auprès de quelques conservatoires de semences. Et donc la caractéristique commune à ces variétés est qu'elles sont relativement faciles d'accès pour les paysans et les paysannes en région lyonnaise. On a aussi inclus 8 variétés de blé tendre, donc les 6 variétés cultivées par chacun des paysans et paysannes qui étaient impliqués dans le projet de recherche, et 2 variétés commerciales qui sont fréquemment utilisées en agriculture biologique. Et sinon, le dispositif était localisé sur 7 sites, donc d'abord sur le site du CRDA qui est en rouge sur la carte, et ensuite sur les 6 fermes qui sont donc en noir sur la carte. On a réfléchi au dispositif en 2 temps, donc on a essayé de faire en sorte que la partie du dispositif mise en place uniquement au CRDA puisse à elle seule nous permettre de répondre aux questions 1 et 2, donc au sujet de l'effet de l'espèce et de l'effet de la variété. Et pour cela, le dispositif au CRDA comprenait toutes les variétés,
qui étaient répétés au sein de 2 blocs complets. Et donc, juste pour information, on a été contraint à faire des semis tardifs suite à des ravages d'oiseaux sur les premiers semis que nous avions effectués. Donc, l'itinéraire technique, c'était que de l'agriculture biologique et on n'a fait aucune fertilisation. Et ensuite, on a essayé de concevoir la partie du dispositif donc mise en place dans les fermes de telle sorte qu'elle puisse nous permettre de répondre à la question au sujet de l'effet de l'environnement. Donc dans les fermes, on a pu inclure uniquement 13 variétés de blé vêtu, principalement en raison des quantités de semences disponibles, et par contre on avait les 8 variétés de blé tendre. On avait des nombres variables de parcelles par ferme, donc on avait entre 5 et 16 variétés par ferme, et donc ce nombre total de variétés, mais aussi le choix des variétés, était libre pour les paysans et paysannes. Pour faciliter quand même l'analyse de données, on s'était mis d'accord pour qu'il y ait au moins une variété répétée au sein de chacun des sites et une variété répétée dans toutes les fermes. Donc il s'agissait du grand épeautre oberculnaire. Et sinon, en dehors de la densité de semis, l'itinéraire technique était complètement libre. Et donc si on ajoute aux données issues donc, de ces fermes les données du CRDA, mais uniquement pour les variétés, les 21 variétés donc comprises dans les fermes, on a le jeu de données sur lequel je me suis basée pour essayer de répondre à cette troisième question au sujet de l'effet de l'environnement. Donc une fois le dispositif mis en place, il fallait également mettre en place un protocole donc pour estimer les 3 caractéristiques agronomiques qu'on avait identifiées. Et donc celui-ci est issu à la fois d'échanges avec les paysans et paysannes, mais aussi d'articles de la littérature scientifique. Donc par exemple, pour estimer la couverture du sol, on l'a estimé visuellement à 2 périodes, début mars et fin avril. Mais on a aussi pris en compte, on a aussi mesuré plusieurs traits qui sont en lien avec la couverture du sol. Pour la verse, on a calculé un score de verse donc à maturité et on a aussi pris en compte la hauteur finale des pieds. Et pour le rendement, on voulait passer par les composantes du rendement. Toutefois, l'essai au CRDA a été ravagé par de la grêle à 2 jours de la récolte, donc on n'a pas pu estimer le nombre de grains par épi, et donc on a dû se contenter de prendre en compte uniquement certains traits en lien avec le rendement. Donc pour la partie nutritionnelle, on est passé par des analyses biochimiques. Là, on n'allait pas réinventer les analyses biochimiques, donc on a effectué un partenariat avec un laboratoire qui savait le faire, et donc il s'agissait de l'UMR IAP à Montpellier. Donc à ce stade, on avait également élaboré une stratégie de recherche au bout d'un peu plus d'un an de thèse. Et donc on avait rempli les 3 objectifs concernant la mise en place de cette démarche. Donc maintenant je vais passer au volet agronomique, en commençant par répondre à la première question, donc au sujet de l'effet de l'espèce. Donc pour chacune des questions que nous avions posées, on avait également énoncé des hypothèses, à la fois issues d'observations des paysans et paysannes et d'articles de la littérature scientifique. Et donc pour cet effet de l'espèce, on avait d'abord une hypothèse assez globale. On s'attendait à avoir peu de différences entre le grand épeautre et le blé tendre, mais des différences assez marquées pour l'angevin. Et pour l'amidonnier, c'était un peu moins clair, on avait beaucoup moins de connaissances pour cette espèce. On avait également des hypothèses pour chacune des 3 grandes caractéristiques d'intérêt, et même pour la plupart des traits individuels. Mais ici, je vais vous présenter uniquement celle qui concerne la couverture du sol, donc pour laquelle on s'attendait à avoir une meilleure couverture pour l'angevin par rapport aux autres espèces, en raison du potentiel de talage accru de cette espèce. Donc le talage, c'est la capacité par plante à faire plein de tiges, plusieurs tiges. Et donc on a d'abord mesuré cette couverture du sol début mars, à un moment où les adventices doivent prendre le dessus sur les plantules de blé. On a fait cela visuellement en estimant le pourcentage du sol couvert par les plantes de blé. Et donc là, vous pouvez voir des résultats bruts en quelque sorte. On va avoir 2 points par variété qui correspondent aux observations des 2 blocs au CRDA. Et chaque espèce va être représentée par une couleur. Donc l'angevin en bleu, l'amidonnier en rouge, le grand épeautre en jaune et le blé tendre en vert. Pour analyser ces données, on a utilisé un modèle linéaire où la variable à expliquer, en l'occurrence la couverture, est expliquée par un effet de l'espèce, un effet de la variété et un effet du bloc. Ceci nous permet d'estimer des moyennes et des intervalles de confiance à 95% de ces moyennes, qui sont donc représentées en noir, et ensuite de faire des comparaisons multiples de ces moyennes par des tests de Tokay HSD.
Donc, comment lire ce graphique? Eh bien, quand deux espèces ne partagent pas de lettres en commun, c'est que selon notre test statistique, elles sont significativement différentes. Donc, dans notre cas, on a uniquement des différences significatives entre l'engrain et l'amidonien. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que contrairement à notre hypothèse, l'engrain ne couvre pas mieux le sol. Au contraire, il semble couvrir en moyenne moins bien. On s'est quand même tout de suite rapidement aperçu que la couverture était grandement liée à la précocité. Or, l'engrain est une espèce très tardive, et en plus, on avait fait des semis tardifs. Donc, on n'était probablement juste pas dans les conditions pour que l'engrain couvre bien le sol. Et en effet, lorsqu'on a refait la mesure, donc 2 mois plus tard, fin avril, on observe une tendance différente. Donc là, on observe qu'en moyenne, l'engrain semble couvrir un peu mieux que les autres espèces, même si on n'a pas de différence significative. Et on confirme également, donc ce qui était bien connu, le fait que l'engrain fait plus de talle que les autres espèces. Donc on peut supposer que semé plus tôt ou dans des conditions différentes, l'engrain aurait peut-être pu mieux couvrir le sol. Donc on a fait ces comparaisons pour l'ensemble des traits que je vous ai présentés précédemment. Et donc ici, je vais vous présenter juste les résultats globaux pour chacune des espèces de blé vêtu en comparaison au blé tendre. Donc comment lire ce tableau? Eh bien, quand on a une case qui est remplie, donc de couleurs, elle va représenter une différence pour l'espèce de blé vêtu par rapport au blé tendre, alors qu'une case vide va représenter pas de différence avec le blé tendre. Et donc là, dans le cas de l'engrain, on voit qu'on a des différences pour la plupart donc des traits mesurés, ce qui n'est pas le cas pour l'amidonnier ni pour le grand épeautre. Donc on peut conclure que l'engrain se distingue clairement du blé tendre et d'ailleurs des deux autres espèces. Cette différence de l'engrain qui est assez nette, elle est retrouvée dans d'autres articles de la littérature scientifique, dont celui de Longin et al., mais aussi dans l'article de Convalina, et elle est observée pour des traits que nous n'avons pas pu mesurer, comme par exemple la résistance à certaines maladies et également le rendement. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième question, donc au sujet de la variabilité intra-espèces. Et là, on s'attendait à avoir une variabilité supérieure pour les espèces de blé vêtu par rapport au blé tendre. Donc d'une part, parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une sélection donc centralisée, mais surtout aussi en raison de notre échantillonnage qui était issu d'origines beaucoup plus diverses que celui du blé tendre. Donc pour analyser cette variabilité intra-espèces, on a effectué une analyse en composantes principales, ou une ACP, qui est une analyse multivariée. Donc elle va permettre d'analyser un jeu de données où on a plein de variables, en l'occurrence nos traits, et elle va permettre de représenter une partie de la variabilité expliquée par toutes les variables dans un plan bidimensionnel. Donc on va avoir deux dimensions qu'on appelle aussi composantes principales. Ici, on a une première composante principale à l'horizontale qui représente 42% de la variabilité totale et une deuxième composante principale verticale qui en représente 19%. Et on peut savoir à quels traits sont associées ces différentes composantes. Donc dans ce cas, la composante 1 sur la gauche va être associée à un tallage important, alors que sur la droite, elle va être associée à une précocité et un poids de milligrammes important. Et la deuxième composante sur le haut va être associée à une hauteur importante. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce plan bidimensionnel, on peut représenter nos données, donc nos variétés. Donc ici, chacun des points représente une variété cultivée au CRDA. Et les ellipses sont les ellipses d'inertie, de la moyenne de chacune des espèces à 95%. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ces résultats confirment ce qu'on a observé précédemment, donc le fait que l'engrain se distingue assez clairement des autres espèces, puisqu'on a très peu de superposition des ellipses, et que l'engrain est associé à un tallage important et à une précocité, un poids de milligrammes moindre. Si on compare les surfaces des ellipses, on remarque qu'on a des surfaces supérieures pour l'amidonnier et pour le grand épeautre, ce qui veut dire que dans notre échantillon, il semblerait qu'on ait plus de diversité intra-espèces pour l'amidonnier et le grand épeautre par rapport à l'engrain et au blé tendre. Donc, une variabilité intra-espèces importante est observée dans plusieurs articles de la littérature scientifique, mais par exemple, dans l'article de Longin et al., elle est observée pour les 3 espèces de blé vêtu et aussi pour le blé tendre. Et dans cet autre article, qui porte plus sur la forme des grains, elle est observée pour les 3 espèces de blé vêtu, en grain, amidonnier et grand épeautre, mais pas pour le blé tendre. Donc ces différences par rapport à notre cas à nous peuvent être principalement liées à un effet de l'échantillonnage, donc simplement le choix des variétés que nous avons compris dans l'étude.
Et donc maintenant, je vais passer à l'effet de l'environnement. Donc là, bien évidemment, on s'attendait à avoir un effet de l'environnement assez important, mais il nous semblait intéressant de le caractériser pour chacun des sites d'études. Et on s'attendait aussi à avoir un effet de l'environnement variable entre les traits. Malheureusement, en raison du dispositif très déséquilibré que nous avions, on n'a pas pu l'estimer de façon statistique, et donc on a dû se contenter d'analyses descriptives. Et donc je vais vous présenter les résultats uniquement pour 2 traits. D'abord, je vais vous parler de la hauteur à maturité. Donc là, ce qu'on peut voir, on va avoir chacun des sites d'études donc dans les encadrés. Et ensuite, chacune des barres va représenter la moyenne de la hauteur pour une des variétés cultivées dans chacun des sites. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 2 sites, CM et HP, où on a des hauteurs très faibles, 2 sites où on a des hauteurs intermédiaires, et 3 sites où on a des hauteurs élevées. Et donc il semblerait que pour ce trait, la hauteur à maturité, on a un effet de l'environnement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces résultats vont complètement dans le sens d'analyse de la fertilité du sol qui ont été faites en complément de ma thèse. Et donc, on peut supposer que cette fertilité du sol explique en partie au moins cet effet de l'environnement. Donc un autre trait auquel on s'est intéressé est le nombre d'épis par pied, qui peut être lui aussi associé au tallage. Et donc là, on observe un nombre d'épis par pied, donc un tallage particulièrement important dans un des sites, qui est le site SR. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on observe un tallage particulièrement important pour certaines variétés, mais pas forcément pour d'autres. Ce qui pourrait dire qu'on a non seulement un effet de l'environnement, mais probablement aussi une interaction entre génotype et environnement. Donc cette variabilité liée à l'environnement, elle est bien documentée dans la littérature scientifique, mais quelque chose qu'on peut noter, c'est que alors que nous, on a observé un effet fort, ou il semblerait assez fort, sur la hauteur des pieds, ce trait, donc la hauteur des pieds, est associé à une héritabilité forte dans l'article de Longin et al., donc un effet de la variété fort et de l'environnement faible. Et donc ce qui peut expliquer ceci, c'est que dans cet article, il n'était pas du tout en condition d'azote limitante, alors que nous, on l'était très probablement dans la plupart de nos sites d'études. Donc maintenant, je vais passer au volet nutritionnel. Et donc, juste pour rappel, les 3 questions qu'on a posées pour cette partie nutritionnelle sont les mêmes que pour la partie agronomique. Et on s'était intéressé à la teneur en protéines totales et à la composition en protéines du gluten. Pour des raisons de temps, je vais uniquement vous présenter les résultats concernant les 2 premières questions et uniquement concernant la composition en protéines du gluten. Donc, avant cela, je vais quand même vous expliquer ce qu'est le gluten. Donc le gluten, il est composé de 2 grands types de protéines. On va avoir les gliadines, qui sont des protéines globulaires, et des gluténines, qui sont des protéines en forme de bâtonnet. Et lorsqu'on ajoute de l'eau à une farine, après l'opération de pétrissage, ces 2 protéines vont former un réseau tridimensionnel autour des granules d'amidon, et donc c'est ce réseau qu'on va appeler gluten. Et c'est le gluten qui va conférer les propriétés viscoélastiques aux pâtes à pain. Donc au sein des gliadines, on a 3 catégories différentes. On va avoir les oméga, les alpha-bêta et les gamma-gliadines. Et au sein des gluténines, on a 2 catégories, les gluténines de faible masse molaire et les gluténines de haute masse molaire, qui sont donc les protéines de plus grande taille. Et il s'agit principalement des gluténines, et notamment des gluténines de haute masse molaire qui ont été hautement sélectionnées pour l'aptitude à la panification des variétés commerciales, donc de blé tendre. Il y a également une hypothèse, donc c'est juste une hypothèse, qui supposerait que c'est principalement ces protéines-là qui seraient aussi à l'origine de l'augmentation des différentes intolérances au gluten. Et donc nous, on a mesuré la proportion de toutes ces catégories de protéines, donc en passant par des méthodes de chromatographie dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, en collaboration avec l'UMRIET. On a fait cela sur un échantillon par variété, qui est le pool des deux blocs au CRDA, et on a effectué 3 réplicas techniques. À nouveau, on avait des hypothèses pour chacune des questions posées. Donc là, je vais parler de la première question au sujet de l'effet de l'espèce. Et donc là, on s'intéressait pour le gluten total, donc la somme des gliadines plus des gluténines, à ne pas avoir de différence entre les espèces, donc ce qui est basé sur les résultats d'études antérieures. Pour les gluténines et pour les gluténines de haute masse molaire, on s'attendait à en avoir moins au sein des blés vêtus par rapport aux blés tendres, vu que les blés vêtus n'ont pas été sélectionnés pour une aptitude à la panification.
Et pour ces critères, mais aussi en règle générale, on s'attendait à avoir des différences pour chacune des espèces de blé vêtu par rapport au blé tendre, mais des différences plus marquées pour l'engrais, pour l'amidonnier et que pour le grand épeautre. Donc voici les résultats pour le gluten total, donc gliadine plus gluténine. Les résultats sont exprimés en pourcentage de protéines totales. Et là, on va avoir 3 points par variété, donc qui correspondent aux 3 réplicas techniques. À nouveau, pour l'analyse des données, on a effectué un modèle linéaire, donc où on va expliquer une variable en fonction d'un effet de l'espèce et d'un effet de la variété, ce qui nous permet d'estimer des moyennes et de les comparer entre elles. Et donc là, ce qu'on peut observer, c'est que contrairement à notre hypothèse initiale, on a une valeur de gluten total significativement plus élevée pour le grand épeautre que pour les 3 autres espèces de blé évaluées. Toutefois, faut quand même noter la variabilité au sein de nos données. Ensuite, pour ce qui est des gluténines, donc les protéines de plus grande taille, cette fois-ci, on observe un gradient qui est assez clair et on observe des quantités moindres, des proportions donc moindres pour l'engrain que pour l'amidonnier, que pour le grand épeautre et que pour le blé tendre. Donc, ce qui va tout à fait dans le sens de notre hypothèse initiale. Et enfin, on s'est intéressé donc à la composition des gluténines en calculant le ratio entre gluténines de faible masse molaire sur les gluténines de haute masse molaire. Et là, on observe un ratio significativement plus élevé pour l'engrain par rapport aux 3 autres espèces. Donc, ce qui veut dire que pour l'engrain, relativement aux gluténines totales, on a moins de gluténines de haute masse molaire. Alors pour le grand épeautre, on n'observe pas de différence significative par rapport au blé tendre, mais une variabilité assez importante dans les données. Et pour l'amidonnier, on observe une différence, mais qui va dans le sens inverse de notre hypothèse initiale, avec toutefois, il semblerait 2 groupes de variétés. Donc, comme pour le volet agronomique, on a fait ces comparaisons de moyenne donc pour toutes les catégories de protéines mesurées pour l'ensemble des espèces. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce cas, l'engrain et l'amidonnier sont différents du blé tendre pour la plupart des catégories de protéines, et le grand épeautre est différent du blé tendre pour la moitié des catégories de protéines. Par contre, quand on s'intéresse à l'ampleur des écarts avec le blé tendre, les écarts sont presque toujours plus importants pour l'engrain par rapport à l'amidonnier. Donc ça va tout à fait dans le sens de notre hypothèse initiale, qui supposait qu'on avait des différences pour chacune des espèces de blé vêtu par rapport au blé tendre, mais des différences plus marquées pour l'engrain, pour l'amidonnier et pour le grand épeautre. Donc ces résultats dans l'ensemble vont tout à fait dans le sens des 2 articles de Kesslitz et al., mais ils sont en contradiction avec un 3e article, donc publié par Lisa Kahl et ses collaborateurs en 2020. Et donc dans cet article, par exemple, ils n'observaient pas de teneur en gluténine inférieure pour l'engrain par rapport au blé tendre, et l'espèce qui se distinguait le plus du blé tendre était l'amidonnier. Donc à nouveau, il pourrait s'agir de différences au niveau de l'échantillonnage. Alors ensuite, on s'est intéressé à la variabilité intra-espèce, et on avait la même hypothèse que pour le volet agronomique, donc on s'attendait à avoir une variabilité supérieure pour les blés vêtus par rapport au blé tendre, notamment en raison de notre échantillonnage. De nouveau, pour estimer cette variabilité intra-espèce, on a réalisé une ACP, donc une analyse en composantes principales. Cette fois, on a une première composante principale, horizontale, qui explique 63% de la variabilité totale, et une deuxième verticale, qui explique 17%. Et donc, sur la gauche, la première est associée à un taux de gliadine élevé, sur la droite, à un taux de gluténine élevé, et sur la gauche de la première composante et sur le bas de la deuxième, on va avoir un ratio faible masse molaire sur haute masse molaire élevé. Donc de nouveau, cette ACP confirme les résultats précédents, donc sur l'effet de l'espèce, puisqu'on voit une distinction assez claire de l'engrain par rapport aux 3 autres espèces, et on confirme bien que l'engrain est associé à un taux de gliadine élevé, mais de gluténine assez faible. Et de nouveau, si on s'intéresse aux surfaces des ellipses, on remarque qu'on a des ellipses plus importantes pour l'amidonnier et pour le grand épeautre, ce qui nous mène à la même conclusion que pour le volet agronomique. On aurait dans notre échantillon plus de variabilité pour l'amidonnier et le grand épeautre que pour l'engrain et le blé tendre. Donc cette question de la variabilité intra-espèces au niveau des compositions en protéines du gluten, elle a été peu posée telle qu'elle. Toutefois, dans l'article de Lisa Kahl, les auteurs observaient une variabilité supérieure pour le blé tendre par rapport aux autres espèces.
Et donc cette différence, elle peut être liée déjà à leur stratégie d'échantillonnage, puisque les auteurs ont ils ont sélectionné certaines variétés issues de plusieurs périodes historiques, et que le nombre total de variétés de blé tendre étudiées était supérieur à celui de la plupart des variétés de blé vêtu étudiées. Je vais passer à la conclusion générale et aux perspectives. Et pour commencer, je voudrais effectuer des liens avec la phylogénie, puisque tous nos résultats sont complètement en accord avec cette phylogénie et donc avec la génétique des différentes espèces. Donc déjà, on a vu qu'à la fois sur le plan agronomique et sur le plan de la composition en protéines du gluten, l'engrain se distinguait clairement des trois autres espèces, et notamment du blé tendre, ce qui est cohérent avec le fait que l'amidonné, le grand épeautre et le blé tendre partagent tous un génome A qui est directement issu d'une même espèce sauvage, et par ailleurs, ils partagent un génome B qui a la même origine que nous. Alors que le génome qu'on appelle A chez l'engrain est lui issu directement d'une autre espèce sauvage. Ensuite, par rapport à la composition en protéines du gluten, on a observé une différence aussi pour l'amidonné et pour le grand épeautre par rapport au blé tendre, mais une différence moindre pour le grand épeautre. Ce qui est de nouveau en lien avec la phylogénie, puisque le grand épeautre et le blé tendre sont proches. Ils ont tous les deux, ces deux espèces ont toutes les deux un troisième génome, le génome D, en commun. Enfin, en ce qui concerne la variabilité intra-espèce, on peut supposer que les génomes plus conséquents de l'amidonné et du grand épeautre, par rapport à celui de l'engrain, peuvent simplement permettre plus de variabilité. Toutefois, on a observé moins de variabilité intra-espèce pour le blé tendre, ce qui pourrait peut-être être lié à l'effet, une baisse de variabilité liée à la sélection centralisée, mais à mon avis, dans notre cas, c'est surtout lié aux échantillons. Ensuite, qu'est-ce qu'impliquent concrètement nos résultats? Eh bien, le fait que l'engrain se distingue clairement des autres espèces veut dire qu'au niveau agricole, si on veut passer d'une culture de blé tendre à une culture de l'engrain, il faut probablement adapter un peu les pratiques de culture, notamment par exemple effectuer des semis un peu plus précoces. Ou, comme le soulignent les articles de Constanzo et al. Et de Banks et al., placer par exemple cette céréale en deuxième céréale dans les rotations, puisqu'elle a moins besoin de fertilisation ou de sol riche. Je l'ai à peine évoqué, mais les compositions en protéines du gluten sont grandement liées aux propriétés technologiques des pâtes. Et donc, si on veut fabriquer du pain à partir d'engrain, il faut probablement aussi adapter les pratiques par rapport à une fabrication de pain à partir du blé tendre. Ce qui est d'ailleurs déjà fait par la plupart des paysans et paysannes impliqués dans la démarche de recherche. Mais on pourrait aussi réfléchir à d'autres usages pour l'engrain, comme le souligne Biel et al. Donc, par exemple, la transformation en pâte ou juste la consommation sous forme de grains entiers. Et enfin, je tenais juste à rappeler qu'on a montré des compositions en protéines du gluten différentes entre espèces, mais on n'a établi aucun lien avec la santé, les effets sur la santé, et ce lien n'est pas établi à l'heure actuelle dans la littérature scientifique. Donc on ne peut absolument pas établir un lien de causalité entre certaines compositions en protéines et des effets sur la santé. En ce qui concerne l'amidonné et le grand épeautre, donc la variabilité assez importante qu'on a vue au sein de nos échantillons de ces deux espèces, pourrait nous permettre de les faire voir comme des sources de diversité, avec donc des variétés qui sont plus proches du blé tendre que d'autres. Ensuite, nos résultats ont confirmé certains résultats antérieurs, mais ils sont en contradiction avec d'autres résultats antérieurs. Et donc une première source de variabilité par rapport à des études antérieures repose sur l'échantillonnage. Donc comme le souligne bien Sheri et al., en analysant uniquement un nombre limité de variétés, on ne peut pas établir de conclusion générique au niveau de l'espèce. Si on avait voulu faire ça, on aurait dû s'assurer que notre échantillonnage représente bien la diversité existante au sein de l'espèce. Et donc d'autres sources de variabilité en différentes études sont l'effet de l'environnement et les interactions entre génotype et environnement, qui sont donc de nouveau bien documentées à la fois pour des paramètres agronomiques, mais aussi pour la composition en protéines du gluten. Nous, on souhaitait estimer ces deux effets-là. Toutefois, notre jeu de données, qui était déjà déséquilibré initialement, a été encore plus déséquilibré par divers accidents de culture et par le fait qu'on n'ait pas pu remettre en place une deuxième année d'essai. Toutefois, l'existence et l'importance de ces effets nous invitent à prendre avec précaution, interpréter avec précaution nos résultats, notamment ceux issus du CERBEA, qui sont issus d'un seul site et d'une seule année d'études, et pour lesquels on ne peut pas faire la différence entre l'effet de la variété et l'interaction entre génotype et environnement.
Et il nous invite aussi pour de futurs dispositifs à mieux les concevoir de telle sorte à s'assurer de pouvoir les prendre en compte. Alors j'en ai fini de parler de caractéristiques agronomiques et nutritionnelles. Je voudrais juste revenir sur ce qui, moi, me semble être le résultat le plus important de cette thèse, qui est d'avoir permis l'émergence d'un projet de recherche participative donc, au sujet de ces espèces de blé et en région lyonnaise. Donc en effet, cette thèse a permis des échanges entre des acteurs et actrices du territoire lyonnais qui n'échangeaient pas, ou très peu auparavant. Il me semble aussi qu'au sein du collectif de recherche, on a réussi à établir des relations de confiance, donc surtout entre chercheurs et chacun des autres partenaires. Et par ailleurs, le projet a permis des initiatives individuelles. Donc, par exemple, la participation de la ferme JPC à la tournée des blés organisée par l'ARDEAR. Donc, il y a un événement au sein duquel différents acteurs et actrices sont venus visiter le dispositif agronomique, mais aussi les collections personnelles de la ferme. Le projet a également permis de mener une première expérimentation collective qui nous permet de mieux connaître nos moyens, donc pour dans l'avenir peut-être mieux cerner aussi les questions, et d'avoir des données préliminaires, donc pour de nouveau mieux cerner de futures questions. Mais moi, il me semble que la démarche participative n'est pas encore aboutie. Donc, par exemple, les objectifs globaux ont été définis uniquement par les chercheurs, même si on a cherché à ajuster au mieux le projet en fonction des retours des acteurs et actrices non académiques. Et par ailleurs, il me semble qu'on a assez bien réussi à impliquer des paysans et paysannes dans les principales décisions concernant le projet, mais beaucoup moins d'autres acteurs. Et donc, il me semble que pour la suite, la priorité reposerait sur la consolidation de la démarche participative, donc ce qui pourrait passer par des efforts de formalisation à différents niveaux et sur la mise en place d'une gouvernance collective. Et il me semblerait aussi important de définir des objectifs communs, donc de telle sorte à voir clairement vers quel but on va et de définir des questions de recherche en cohérence avec cet objectif-là plutôt que de se disperser dans plein de questions différentes. Et donc, je peux penser à plusieurs objectifs, qui sont évidemment aussi issus d'échanges que j'ai pu avoir au cours du projet. Donc, celui qui me paraît le plus évident est que le projet évolue en un projet de recherche, de sélection, d'évaluation ou de sélection participative. Et dans ce cas-là, on pourrait envisager d'évaluer encore plus de variétés en mettant l'accent sur des évaluations et de la sélection à la ferme, donc en prenant en compte les interactions génotype-environnement. Sinon, on pourrait envisager la mise en place d'une filière, donc sur les blés vêtus dans la région lyonnaise. Et là, il faudrait peut-être se tourner vers des approches plutôt socio-économiques, et le projet pourrait évoluer en un projet de recherche-action. On pourrait également plus mettre l'accent sur la partie agronomique et s'intéresser à l'effet de plusieurs pratiques, donc sur les différentes caractéristiques agronomiques et même éventuellement biochimiques, et éventuellement aussi identifier des pratiques plus adaptées à la culture de telle ou telle espèce. Ou alors accorder encore davantage d'importance à l'aspect nutritionnel ou biochimique. Donc en étudiant, par exemple, en allant au-delà uniquement des compositions en protéines du gluten, ou alors en s'intéressant à l'effet de différentes pratiques agronomiques ou de transformation sur ces compositions. Et éventuellement aussi, ça me paraît peut-être un peu ambitieux, mais on pourrait essayer d'établir des liens entre différentes compositions biochimiques et des effets sur la santé, et donc d'essayer de combler un peu ce manque dans la littérature. Donc voilà 4 idées de perspective que je pourrais proposer, mais j'espère qu'elles seront choisies par le collectif. J'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et est-ce que je peux faire des remerciements rapides avant de passer à la session des questions? Je voudrais d'abord remercier les financeurs de ce projet, l'école urbaine de Lyon et l'ERC Musics, donc porté par Olivier. Un très grand merci aux membres de mon jury aussi, donc Véronique, Delphine, Cyril et Stéphane. Merci d'avoir accepté d'examiner mon travail et d'être là aujourd'hui. Et surtout merci à Delphine et Véronique d'avoir lu mon manuscrit en 10 jours. Merci à Olivier. Un très grand merci à Mathieu aussi d'avoir accepté de rejoindre mon encadrement de thèse en milieu de thèse et d'avoir insisté aussi pour que j'écrive le chapitre réflexif de mon manuscrit. Merci à mon CST, Yann, Isabelle, Jean-François et à la direction de l'école doctorale Bénic, donc surtout pour votre soutien au cours des derniers mois. Merci à tous les partenaires académiques et non académiques avec lesquels j'ai pu interagir au cours de ce projet. Notamment un grand merci à Marie-Françoise Sanson pour toutes les analyses de chromatographie.
Un très grand merci aux étudiants que j'ai pu encadrer en stage, donc Lise, Aubin et évidemment Justine. Merci en particulier quand même à Justine pour sa rigueur et toutes les analyses en composition du gluten, sans lesquelles le chapitre à ce sujet n'aurait pas pu aboutir. Au niveau non académique, merci au CRBA et merci beaucoup à l'équipe terrain avec qui on s'est bien marré. Évidemment, un très très grand merci aux 6 paysans et paysannes. Merci pour tous ces moments d'échange qui pour moi ont été extrêmement riches. Merci pour votre accueil à la ferme, merci pour votre confiance, merci pour les petits carreaux de chocolat avec le café, quelque chose que je n'oublie pas. Merci aux 2 équipes dans lesquelles j'ai pu réaliser ces travaux de thèse. Donc déjà, je vais passer vite fait en anglais parce que la plupart ne sont pas francophones. So I was just thanking the whole RDP and more specifically the Mechanodevo team. So even if I was barely here in the lab, I always felt very warmly welcome, and that was just great. So thanks a lot for that. Thanks a lot for your help in the sewing sessions. Thank you for lending me your desks, your computers, and even sometimes for hosting me. And thanks especially to Sana for all the organization of the talk that will be following. Merci aussi donc à l'équipe DDSE à Montpellier. Merci de m'avoir pleinement intégré à l'équipe. Désolée pour la qualité des photos, c'est mon super téléphone. Merci en particulier à Christian pour avoir permis que l'accueil se concrétise. Un grand merci à Soukei et Thomas aussi, surtout pour les bons moments et votre soutien à la fin de la thèse, et à Jeff quand même d'être là aujourd'hui. Un grand merci aussi à toute l'équipe de gestion, toutes les équipes de gestion avec qui j'ai pu être en contact. Donc surtout à l'équipe de gestionnaire du RDP, Nelly, Stéphanie, Julie, Cindy, Laurine. Vraiment merci pour votre réactivité, votre bienveillance. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans une équipe administrative derrière. Alors ensuite, cette thèse n'a pas été facile, et c'est là un euphémisme. Et donc je voulais remercier tous mes amis qui ont été là au cours de ces 3 ans et avec qui j'ai pu passer des super moments. Donc merci pour votre écoute, pour vos conseils précieux et pour tous les bons moments qu'on a pu passer en dehors des heures de travail. Merci en particulier à ceux chez qui j'ai squatté, donc Carole, avec qui j'ai fait un an de coloc. Merci pour cette année et merci d'avoir accepté que je transforme ton appartement en grenier pour votre espace de stockage. Un très grand merci à Flo. Merci aussi pour tes nombreux accueils. Merci d'être venu semer. Merci d'avoir transporté mes graines à la gare. Merci de nous avoir prêté ton appartement pour ta cuisine pour la préparation du pot. Et enfin, un très grand merci à Lucille, donc encore une fois pour les accueils et toutes les discussions et les conseils. Merci aussi à celles et ceux qui sont venus m'aider, donc notamment sur les SMI, et à celles et ceux qui ont mis en forme mes tableaux sur LaTeX. Donc merci Iris, merci Vitol. Et évidemment, merci à toutes celles et ceux qui ont juste été là, avec qui on a passé des super moments. Merci aussi en particulier à la petite équipe de grimpeurs et grimpeuses de Montpellier, notamment à Naël qui est là. Ensuite, merci à celle et celui sur qui je peux compter depuis maintenant 22 ans. Merci d'être venu de loin, d'Espagne, de Belgique. Je me dis que ça aura valu le coup de venir au bout de cette thèse quand même pour nous donner l'occasion de se revoir. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci à Jérôme et Cyril et à Man de m'avoir accueilli dans leur ferme à plusieurs reprises au cours de cette thèse. Ça a vraiment été des grands bols d'air frais. Merci pour votre bienveillance. Et ensuite, évidemment, merci à ma famille pour votre soutien, notamment au long de mes études. Donc merci à mes parents, à ma sœur, à mes grands-parents. Et je ne t'oublie pas, merci à mon petit frère Miguel, merci déjà non seulement pour ton soutien, pour tes appels qui m'ont bien encouragé, pour ton aide sur la tech et pour avoir consacré quand même quelques heures à compter mes cannes. Merci à ma belle famille, merci d'être là aujourd'hui. Et enfin, je voulais remercier Gustave, donc non seulement pour ton aide technique, mais aussi pour tout ton soutien psychologique donc, au cours de ces 3 années de thèse. Donc vraiment un très très grand merci. Ouais.